Bonjour téléspectateurs, bienvenue à l'émission Temps d'experts. Aujourd'hui, nous allons parler du projet et répondre à vos questions. Bonjour chers investisseurs, partenaires, participants du projet, bonjour à tous. Passons maintenant directement à SAPU, Solutions architecturales et de planification urbaine. Le projet a été soumis pour examen et approbation chez nous le 10 mars. Le 7 avril, nous avons reçu un refus d'approbation avec des remarques. À la suite de cela, le même jour, le projet révisé a été immédiatement soumis à partir du 7. Et à partir du 7, un nouveau rapport est en cours. Je comprends certainement l'impatience de tous les participants au projet. Je comprends parfaitement que de nombreux participants au projet ont des capacités très sérieuses et certainement importantes pour influencer le processus. Il y a une proposition d'écrire à la Douma. Je vous en prie, s'il vous plaît, ne faites aucun geste précipité. Il ne faut pas le faire. En aucun cas. Nous faisons tout le nécessaire pour que le projet soit la solution architecturale et de planification urbaine soit approuvée avec toutes les modifications, remarques, avec toute leur complexité. Oui, qu'il fasse des remarques, qu'il fasse tout ce qu'il juge nécessaire. Nous allons atteindre notre objectif. L'objectif est le lancement du projet. D'abord son fonctionnement, la réalisation de bénéfices, ce pourquoi ce projet a été créé. Les obstacles rencontrés en chemin sont inévitables. Oui, que les inspecteurs considèrent cela comme un fait insignifiant ou significatif, c'est à leur discrétion. En effet, c'est certainement à leur discrétion. Alors, travaillons et atteignons des résultats. Il doit être clair et compréhensible que c'est inévitable. Cela sera mené à son terme logique, et quoi qu'il soit entrepris, quoi qu'il fasse, il y a des remarques. Nous observons, nous corrigeons. Ainsi, notre tâche est de coordonner, d'approuver la solution architecturale et de planification urbaine et, en conséquence, de la transmettre à Mosgostroï-Nadzor afin d'obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction. C'est notre tâche principale que nous devons résoudre pour avancer vers la résolution de la tâche principale. Il n'y a pas d'objectif, c'est seulement une tâche. Le prochain point que je voudrais discuter. Il semble que je n'ai pas révélé les périodes et les délais de rentabilité lors du dernier webinaire, ce que je ne sais pas. Je sais, parce que, en effet, si nous disons que nous sommes devenus en tant que participants et résidents de Technopolis Moscou, vous comprenez, cela aurait été impossible si nous n'avions pas développé un modèle économique, un plan d'affaires, une justification économique. Tout cela était en place. C'est un grand volume de documents, un grand volume d'informations qui a été présenté aux experts, et ils ont trouvé tout cela convaincant. Et en conséquence, nous sommes devenus résidents. Mais depuis ce moment-là, depuis ce temps, beaucoup de choses se sont passées, ont changé. Et tous ces indicateurs qui ont été développés étaient plus nécessaires pour évaluer à quel point nous comprenons ce que nous entreprenons. C'est indiscutable, car les experts sont aussi de bons spécialistes et comprennent qu'au cours de la réalisation du projet, tous ces indicateurs deviendront obsolètes et qu'il faudra développer de nouveaux indicateurs pour le projet lui-même. Et dans quelle mesure est-il pertinent de le faire maintenant, avec le nouveau développement ? Je pense que ce n'est pas pertinent que la pertinence du calcul de la période de rentabilité du projet viendra justement après le lancement du projet et après la réalisation des premières séries de production. Je pense que nous sommes certainement déjà très proches de ce moment très bientôt. Le processus de réglage de l'équipement se poursuit. Des outils supplémentaires ont été commandés. Nous attendons actuellement, en ce moment de Chine, la livraison et la réception de plus d'équipements, d'autres outils nécessaires, et nous travaillons sur la technologie avancée de fabrication du produit que nous allons réaliser en priorité absolue. Et la priorité sera bien sûr les moteurs pour Motiloc plus puissants et meuleuses d'angle. C'est pourquoi j'ai une demande pour les collègues qui ont soumis une demande pour être concessionnaires. Veuillez mettre à jour, s'il vous plaît. Vous savez où et à qui la soumettre. Alexandre Soudaïev va probablement la dupliquer à nouveau dans tous les médias et ressources, certainement. Je vous prie, s'il vous plaît, de mettre à jour cette information, car le moment approche. Disons même que l'emballage est déjà entreposé. C'est pourquoi nous sommes actuellement en attente de l'arrivée des spécialistes pour qu'ils puissent effectuer l'ajustement nécessaire de certains équipements qui viennent de Chine. Eh bien, et mettre leur coche que l'équipement est prêt à fonctionner afin qu'il n'y ait pas de questions sur l'exploitation par la suite. Les machines de BTEI ont des moteurs électriques. Seront-elles rebobinées sur Slavianka à l'avenir ? Quand la garantie sera terminée, oui, on peut les changer.
mais pas tous, parce que certains moteurs ne sont pas asynchrones, disons-le ainsi. Quelles sont les caractéristiques requises pour les contrôleurs de moteur? Tension maximale, courant, méthode de contrôle, protection contre les surtensions et le courant, présence de PFC, fréquence. Mais ce sont différents contrôleurs. Nous avons un contrôleur qui sera destiné au moteur Motiloc, mais nous avons aussi des contrôleurs plus petits de 20 kW que nous avons utilisés sur les vélos, qui nécessitent actuellement un développement technologique en tenant compte des capacités existantes, ainsi que quelques améliorations logicielles, car nous avons acquis une riche expérience pendant ce temps. Et les technologies qui sont actuellement utilisées permettent d'apporter des modifications significatives à la conception. Parler par exemple des tensions, cela dépend des tâches à accomplir notamment. Dans un cas, une certaine tension est nécessaire. Dans un autre cas, une tension plus élevée peut être utilisée. Tout dépend des tâches spécifiques pour lesquelles tel ou tel véhicule sera utilisé. Mais le plus important, le principal, c'est bien sûr l'algorithmique et le logiciel qui seront utilisés dans les contrôleurs. Car il n'est pas secret que le contrôle vectoriel des moteurs modernes et la gestion moderne sont basés sur les transformations de Park-Gorev, ainsi que d'autres algorithmes qui permettent d'évaluer la position du rotor par rapport au stator. Ce sont des grandeurs de base, la base du logiciel. Et ensuite, tout dépend des exigences du client. Lors d'un des séminaires, il a été dit qu'il serait possible de rendre le DA85C sans capteur, car le contrôleur sera sans capteur. Comment déterminer la position du rotor sans force électromotrice? C'est crucial pour la traction. Mais dans ce cas, nous parlons du fait que nos moteurs sont actuellement sans capteur. C'est la première chose. Deuxièmement, rappelez-vous ce qui a été dit lors des webinaires, que quel que soit le type de moteur, qu'il s'agisse de BLDC, asynchrone ou à induction, tous ces moteurs ont en effet de mauvaises caractéristiques, notamment à faible vitesse de déplacement relative du rotor par rapport au stateur. De manière générale, par exemple, cela est observé. Par conséquent, une fois, tout dépend du domaine d'application et de la destination de ces moteurs. Parce que dans un cas, c'est une chose, dans un autre cas, c'en est une autre. Et pour la plupart des applications, les moteurs sont sans capteur. En ce qui concerne les moteurs roues, nous avons déjà mentionné qu'il est plus judicieux de les équiper de réducteurs en fonction des différents types de véhicules et de leurs spécificités techniques. Les réducteurs peuvent être planétaires ou à courroie. Les types sont très variés. Sur l'une des photos du moteur pour le Motiloc en état démonté, on remarque une crémaillère pour un encodeur optique, comme sur les moteurs roues de traction. Les moteurs marchent avec un encodeur. Vous avez dit que les Chinois ont raté le contrôleur et nous attendons les contrôleurs. Faillis car non livrés à temps, comment les nouveaux contrôleurs diffèrent-ils des actuels? Tout d'abord, les moteurs des premières modifications fonctionnaient avec un contrôleur chinois et celui-ci nécessitait la présence d'un encodeur. En quoi les Chinois ont-ils failli? Ils n'ont pas failli. Cette compagnie de transport a expédié par voie maritime. Où se trouve ce porte-conteneurs? Dans quels océans erre-t-il? Dieu seul le sait. En effet, si l'on parle du tampon, il aurait dû être apposé en 2023, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est pourquoi il y a des problèmes de logistique. Les Chinois ont expédié. Quand arriveront-ils? Dieu le sait. Mais sur le Motiloc, nous prévoyons déjà d'utiliser nos propres contrôleurs. D'ailleurs, la fabrication de tous les éléments mécaniques est en cours en parallèle. Il s'agit du radiateur, des électrodes, de toutes sortes de joints et d'autres composants essentiels nécessaires pour l'assemblage du contrôleur, y compris le boîtier. Un boîtier en plastique. Nous avons déjà 50 boîtiers en stock et nous travaillons actuellement sur le développement et le test du contrôleur sur le banc d'essai. Et après cela, nous prendrons certainement la décision de lancer en toute confiance la production des cartes et l'assemblage de la première série de contrôleurs. Tendance. Haute tension, perte de courant, meilleur rendement. Batterie légère et plus légère. Quel est le courant maximal sur le moteur Motiloc? 400 ampères. Et quelle perte dans les câbles? Et quel câble épais et lourd? Et la batterie doit supporter ces 400 ampères et non pas 60 kW, 600 ampères. Tout dépend de la conception. J'ai déjà parlé du fait que, en effet, les premiers transformateurs dans l'alimentation de Gorinic étaient enroulés en totale conformité avec la science. Ils étaient enroulés avec du fil Litz et avec du ruban de cuivre. Ils pesaient 2 kilos chacun. Très intelligent, fait selon la science. Ils chauffaient beaucoup. Ça ne servait à rien. Puis,
Nous avons pris des circuits imprimés comme ceci. Combien de grammes? 70 grammes de cuivre et tout va bien. Là-bas, la densité est de 0,2 ampères. Là-bas, de 0,4 ampères. Et ici, nous avons 75 ampères et rien ne chauffait. Et nous n'avons pas besoin de ces câbles épais. Si vous vous souvenez de la physique, les pertes sont proportionnelles à la résistance, n'est-ce pas? Pas du tout à la section, pas du tout à la section. La résistance. Et de quoi dépend la résistance? De la longueur et de la section. Et si nous réduisons la longueur de 20 fois, de combien peut-on réduire la section? 20 fois. Pourquoi avoir des câbles épais, transportés de telle masse? On en est arrivé au point où ces petites pattes, le boîtier TO220, sa résistance a déjà un impact. C'est pourquoi on utilise des connexions de type BGA soudées par le dessous, où il n'y a pratiquement pas de pattes, pour éliminer cette résistance des circuits. Donc, si vous suivez la méthode classique, allez-y, vous avez raison. Mais si vous réfléchissez un peu et acquérez de l'expérience, eh bien, tout sera un peu différent. Y a-t-il une chance que cette année, nous puissions établir une production de moteurs d'avion à raison de 50-100 unités par jour, ou est-ce pour les années suivantes? Dans le chat numéro 1, j'ai déjà montré un composant du bâti du moteur d'avion. Alors, de quoi s'agit-il? Un paquet de stators, un manchon pour le roulement, et tout cela est recouvert d'aluminium. J'ai dit que cette pièce, dès que nous aurons l'outillage et que nous aurons réglé la machine, nous pourrons la fabriquer en 30 secondes. Ensuite, vous pouvez calculer combien de ces stators peuvent être produits. De la même manière, le rotor sera coulé dans une machine de moulage sous haute pression, avec la même productivité. Mais comme il n'y a qu'une seule machine, il faudra donc tout partager. Il faut ensuite d'abord couler une pièce, puis pour toute la série, disons pour le programme mensuel par exemple, puis on retire et on introduit la deuxième. L'opération la plus complexe est probablement l'insertion des enroulements, qui est laborieuse. Ensuite, moins laborieuse, il y a l'enroulement des sections. Et maintenant, nous cherchons la possibilité d'acquérir 2 enrouleurs CNC supplémentaires afin d'augmenter la productivité de cette opération technologique en particulier. C'est une chose en particulier. Deuxièmement, pour réduire le temps consacré à l'insertion des enroulements, nous testons actuellement en cours de test d'autres schémas d'enroulement qui permettent de réduire le nombre de sections de 96 à 48. Nous examinons la charge de travail et surtout la possibilité d'utiliser des équipements mécanisés pour rendre cette opération technologique éventuellement davantage productive. Une fois que nous aurons résolu ces problèmes, vous avez mentionné ne posera pas problème. Une meuleuse d'angle est-elle en développement? Nous avons travaillé sur des moteurs de plus petite taille. Ils conviendront aussi bien pour une meuleuse d'angle de 125 mm que pour des hachoirs à viande et d'autres appareils ménagers. Mais les travaux ultérieurs sur ces moteurs ne seront effectués qu'après la mise en production des développements déjà réalisés et pratiquement prêts pour la production. Pas avant. Est-ce que je comprends bien que si nous lançons la production en 2025, il faudra attendre 1 an pour les dividendes, donc en 2026? Et la deuxième question, est-il possible que les premiers dividendes soient réinvestis, pas versés aux investisseurs? Merci. Pour parler de dividendes, il est important de comprendre qu'ils ne peuvent être versés que par les actionnaires de la société. Cela signifie qu'il faut donc d'abord se réorganiser de SARL en SA pour permettre cette distribution. Et à partir du moment où la SARL est réorganisée en SA, c'est alors qu'on peut commencer à calculer les bénéfices de manière détaillée et voir précisément s'il est judicieux de les distribuer. Donc, c'est la première partie. La deuxième partie de votre question concerne le réinvestissement. Aujourd'hui, les fonds qui proviennent des investisseurs permettent certainement d'éviter le réinvestissement et également la probabilité de réinvestissement. Et le réinvestissement ne sera possible que si cela permet d'augmenter de manière significative et durable la rentabilité du projet et peut avoir un impact significatif et durable à long terme sur le montant des dividendes. Et c'est tout pour sûr. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous, ne faites pas d'actions irréfléchies. Nous vous prions si besoin, nous vous contacterons et je voudrais vraiment dire qu'il y a vraiment beaucoup de participants au projet qui non seulement investissent, mais qui aident également et activement le projet. C'est pourquoi je pense qu'avec le début de la production, de nombreux investisseurs et partenaires auront l'opportunité de devenir des participants directs et des réalisateurs du projet lui-même. Merci, au revoir.